La mort est inévitable, mais certaines histoires sur la manière dont elle survient dépassent l'entendement. Dans cette vidéo, nous révélons 5 cas réels de personnes qui ont rencontré leur fin de manière des plus insolites et inattendues. Ces événements véridiques y vous laisseront perplexes, vous questionnant sur la possibilité même que de telles circonstances extraordinaires puissent se produire. C'était en juin 2022 dans le village de Raipal, situé dans l'Odisha, en Inde. Maya Murmu, une femme de 70 ans, était allée chercher de l'eau à un puits local comme elle le faisait chaque jour. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'elle rentrait chez elle, un éléphant sauvage apparut soudainement. Ce n'était pas n'importe quel éléphant. Il avait parcouru près de 200 km depuis la réserve naturelle de Dalma, dans le Jharkhand. Avant que Maya ne puisse réagir, l'éléphant chargea. L'animal massif la piétina avec une force écrasante, plongeant le village tranquille dans le chaos. Les témoins se précipitèrent pour l'aider et Maya fut rapidement transportée à l'hôpital le plus proche. Malgré les efforts pour la sauver, elle ne survécut pas. Sa famille, dévastée, luttait pour comprendre cette perte soudaine. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Ce soir-là, alors que ses proches s'étaient réunis pour ses funérailles, quelque chose d'impensable se produisit. Le même éléphant revint, cette fois accompagné d'un troupeau. En voyant les animaux approcher, la panique s'empara des villageois. Les gens coururent se mettre à l'abri, laissant le corps de Maya sur le bûcher funéraire. Puis, dans un retournement de situation choquant, l'éléphant fit quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Il saisit le corps de Maya, le traîna loin du bûcher et le piétina à nouveau. L'animal jeta violemment ses restes avant de finalement disparaître dans l'obscurité. Les proches de Maya restèrent figés, incrédules. Pourquoi un éléphant reviendrait-il pour attaquer une personne déjà décédée? Ce n'était pas un acte aléatoire, il semblait y avoir quelque chose de plus. Les éléphants sont connus pour leur intelligence, leur mémoire forte et leurs émotions profondes. Cependant, ils sont aussi capables d'agressivité, surtout sous stress. Les experts pensent que le comportement de l'éléphant pourrait avoir été déclenché par quelque chose de son passé. Peut-être avait-il reconnu l'odeur de Maya ou réagissait-il à leur précédente rencontre. Ce n'était pas un cas isolé. Les conflits entre humains et éléphants augmentent à travers l'Inde. Alors que les forêts rétrécissent et que les sources d'eau disparaissent, les éléphants sont forcés de s'aventurer dans les zones habitées pour trouver de la nourriture. Rien qu'en Odisha, plus de 1000 éléphants sont morts de manière non naturelle au cours des 2 dernières décennies, souvent à cause d'activités humaines comme la déforestation et le braconnage. L'éléphant qui a attaqué Maya venait de la réserve naturelle de Dalma, une zone protégée qui fournit nourriture et eau à l'espèce. Cependant, on ignore pourquoi il s'était éloigné si loin de son habitat. Les conservationnistes suggèrent que la perte d'habitat, le changement climatique et l'expansion humaine pourraient avoir influencé ces déplacements inhabituels. Duncan McNair, un conservationniste et fondateur de l'organisation Save the Asian Elephants, a mis en garde contre les dangers de perturber les habitats des éléphants. Il explique que les éléphants sont généralement paisibles, mais peuvent réagir de manière imprévisible s'ils se sentent menacés ou stressés. Dans ce cas, l'éléphant pourrait avoir associé la présence de Maya à un traumatisme passé, déclenchant sa réaction agressive. La tragédie de Maya n'était pas un événement isolé. Des incidents similaires avaient été signalés à travers l'Inde cette année-là, alors que les conflits entre humains et éléphants se multipliaient. Certains éléphants attaquaient des villages, tandis que d'autres perdaient la vie à cause de représailles ou de braconnage. La situation a créé une peur des 2 côtés, rendant la coexistence encore plus difficile. Les experts affirment que sans efforts urgents de conservation, ces rencontres deviendront de plus en plus fréquentes. Les éléphants perdent leurs habitats naturels à un rythme alarmant. Lorsque les forêts sont défrichées pour l'agriculture, les habitations et les entreprises, les animaux n'ont d'autre choix que de s'aventurer dans les zones habitées. Avec moins de sources de nourriture, ils parcourent de longues distances, parfois des centaines de kilomètres, ce qui conduit à des rencontres imprévisibles et souvent mortelles. Pour la famille de Maya, la douleur de sa perte fut encore amplifiée par les événements choquants qui suivirent. Malgré leur chagrin, ils achevèrent ses funérailles, mais le souvenir de cette nuit restera à jamais gravé dans leur mémoire. Cette tragédie aurait-elle pu être évitée si l'éléphant était resté dans son habitat naturel? Maya serait-elle encore en vie? Les réponses ne seront peut-être jamais claires, mais une chose est certaine. Cet événement met en lumière les tensions croissantes entre les humains et la faune. L'avenir des éléphants dépend de la manière dont les humains choisissent d'interagir avec la nature. Sans action, davantage de personnes et d'animaux subiront des sorts similaires.
L'équilibre entre conservation et expansion humaine est fragile et si les choses ne changent pas, des tragédies comme celle de Maya pourraient devenir encore plus fréquentes. La question demeure, pourquoi l'éléphant est-il revenu? Était-ce poussé par l'instinct, la mémoire ou quelque chose qui dépasse l'entendement humain? Le mystère ne sera peut-être jamais résolu, mais une chose est sûre, personne dans le village de Raipal n'oubliera jamais ce moment. Le 21 juillet 2022, à Carmel Yosef, un village près de Tel Aviv, en Israël, une fête autour d'une piscine prit une tournure choquante lorsque le sol sous une piscine privée s'effondra soudainement. Un énorme gouffre s'ouvrit au fond de la piscine, entraînant la mort tragique de Klil Kimi, 32 ans, et blessant un autre invité. Kimi, un professionnel du marketing de Tel Aviv, assistait à une fête d'entreprise dans une villa privée. Environ 50 personnes étaient présentes, mais seulement 6 se trouvèrent dans la piscine lorsque la catastrophe survint. Ce devait être une soirée amusante et détendue, mais en un instant, tout changea. Des images de sécurité capturèrent le moment terrifiant. Les invités flottaient sur des jouets gonflables lorsque, soudainement, l'eau commença à se drainer rapidement. En quelques secondes, un trou géant se forma, aspirant l'eau, les flotteurs et tout ce qui se trouvait à proximité. Le fond de la piscine s'effondra, laissant la zone instable. Kimi et un autre homme, âgé de 34 ans, furent entraînés dans le gouffre. Alors que le second homme parvint à s'échapper avec des blessures légères, Kimi n'eut pas cette chance. Il disparut dans le vortex, incapable de s'accrocher à quoi que ce soit. Les témoins crurent d'abord à une blague jusqu'à ce qu'ils réalisent que le sol avait véritablement disparu sous leurs pieds. Les secours arrivèrent rapidement, y compris les pompiers israéliens et l'équipe de sauvetage Magen David Adom. Cependant, le sol instable rendit l'opération de sauvetage dangereuse. Le gouffre mesurait environ 13 mètres de profondeur et il y avait un réel risque qu'il s'effondre davantage. Pour éviter d'autres accidents, les équipes de secours stabilisèrent la zone avant d'intervenir. Pendant des heures, les sauveteurs explorèrent prudemment le tunnel souterrain équipé de caméras fixées à leur casque. Après environ 4 heures, ils retrouvèrent le corps sans vie de Kimi au bout d'un passage de 15 mètres. Les autorités suggérèrent plus tard qu'il avait soit subi des blessures mortelles lors de la chute, soit été piégé sous des débris. L'homme qui survécut avait glissé près du bord du gouffre mais parvint à en sortir avant d'être complètement aspiré. Il souffrit de blessures légères aux jambes et fut soigné sur place avant d'être transporté à l'hôpital. Le gouffre s'était formé si soudainement que personne n'eut le temps de réagir. En quelques instants, la piscine fut vide, laissant les invités sous le choc. Les témoins décrivirent l'horreur de voir un ami disparaître sous terre sans pouvoir l'aider. Les enquêteurs examinèrent la cause de l'effondrement et découvrirent un détail troublant. La piscine avait été construite sans les permis nécessaires. Les autorités cherchèrent à savoir si les propriétaires de la villa avaient violé les réglementations de sécurité. Le couple, âgé d'une 60aine d'années, fut arrêté pour négligence présumée et placé en résidence surveillée pendant que l'enquête se poursuivait. Les experts déterminèrent que la piscine présentait de graves défauts structurels qui auraient pu conduire à la catastrophe. L'effondrement fut probablement causé par une érosion souterraine, peut-être due à une construction défectueuse ou à des problèmes de drainage. Si la piscine avait été correctement inspectée, les dangers cachés auraient pu être détectés avant que la tragédie ne survienne. Cet incident soulève de sérieuses inquiétudes concernant les constructions non autorisées et leurs risques potentiels. Dans certaines régions, les gouffres se forment naturellement lorsque l'eau érode la roche sous la surface, créant des espaces vides sous terre. Cependant, les activités humaines, comme des pratiques de construction inadéquates, peuvent également contribuer à ces effondrements. Dans ce cas, le fait de ne pas avoir évalué le terrain avant la construction aurait pu jouer un rôle crucial dans la catastrophe. Et si la piscine avait été légalement approuvée? Et si les propriétaires avaient suivi les procédures de sécurité? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Ces questions restent sans réponse, mais elles soulignent l'importance de s'assurer que les structures respectent les normes de sécurité avant leur utilisation. La perte de Klil Kimi fut dévastatrice pour sa famille, ses amis et ses collègues. Ce qui devait être une journée de célébration se transforma en un cauchemar inimaginable. L'enquête en cours continue de faire la lumière sur ce qui a mal tourné, mais une chose est claire, lorsque les réglementations de sécurité sont ignorées, des vies sont mises en danger. C'était le 18 juin 2017 à Mulhouse, en France. Rebecca Burger, une blogueuse fitness de 33 ans, préparait une simple crème chantilly chez elle. Connue pour son amour du fitness, des voyages et pour partager sa vie en ligne, Rebecca avait rassemblé plus de 200 000 abonnés sur Instagram et Facebook.
Elle était pleine de vie et d'énergie, inspirant les gens par ses entraînements et son attitude positive. Mais ce jour ordinaire, un accident tragique lui coûta la vie en un instant. Rebecca utilisait un siphon à crème chantilly lorsque l'appareil explosa. Le contenant éclata sous la pression malgré un bouchon correctement vissé, projetant des morceaux de métal. Un fragment la frappa à la poitrine avec une telle force qu'il provoqua une crise cardiaque. Les secours arrivèrent rapidement et la ranimèrent, mais les dégâts étaient trop importants. Elle fut transportée à l'hôpital où elle décéda le lendemain. Il ne s'agissait pas d'un simple accident rare. C'était le résultat d'un problème de sécurité ignoré depuis des années. Les siphons à crème chantilly défectueux avaient déjà causé des blessures par le passé. Les associations de consommateurs avaient averti des risques, mais les produits défectueux continuaient d'être vendus. Le siphon qui causa la mort de Rebecca n'était pas le premier à dysfonctionner et il ne serait pas le dernier. La famille de Rebecca fut dévastée. Peu après son décès, ils prirent les réseaux sociaux pour informer ses abonnés de ce qui s'était passé. Ils postèrent une photo de l'appareil en question, exhortant les gens à cesser d'utiliser ces siphons et avertissant que des milliers de modèles dangereux étaient encore en circulation. Ils expliquèrent que Rebecca avait utilisé le produit correctement. Il avait simplement dysfonctionné sans avertissement. La nouvelle de sa mort envoya des ondes de choc à travers les réseaux sociaux. Les fans qui suivaient son parcours fitness ne pouvaient y croire. Beaucoup la décrivirent comme une inspiration, un modèle et une personne pleine d'énergie. La marque de fitness Women's Best, avec laquelle Rebecca avait collaboré, publia un hommage émouvant, la qualifiant d'âme belle et d'amie précieuse. Choquant, la mort de Rebecca n'était pas la première causée par un siphon à crème chantilly explosif. Les organisations de consommateurs françaises tiraient la sonnette d'alarme depuis des années. Selon le magazine 60 millions de consommateurs, au moins 60 incidents similaires avaient été signalés. Certaines personnes avaient subi des dents cassées, d'autres des côtes fracturées, et dans un cas, une personne avait survécu de justesse après avoir été frappée à la poitrine par des morceaux de métal. Le siphon qui avait dysfonctionné chez Rebecca avait été rappelé des années auparavant. Le fabricant, Hard Time, avait retiré le produit du marché en 2013 après des rapports d'explosion. Cependant, de nombreux exemplaires avaient déjà été vendus et tous les clients n'avaient pas été informés. En conséquence, des siphons défectueux restaient dans les foyers, attendant un utilisateur sans méfiance. Le problème dépassait une seule entreprise. En 2014, l'Institut national de la consommation, INC, en France, avait mis en garde contre plusieurs siphons à crème chantilly. Beaucoup avaient des bouchons en plastique trop faibles pour résister à la pression, les rendant susceptibles d'exploser. Bien que la plupart des incidents aient entraîné des blessures, celui de Rebecca fut le premier décès connu. Son cas relança les enquêtes. Les autorités françaises cherchèrent à savoir si ces appareils avaient été correctement testés avant leur mise sur le marché. Elles voulurent également déterminer si davantage aurait pu être fait pour alerter le public. Le parquet de Mulhouse ouvrit une enquête pour déterminer si le fabricant avait agi de manière responsable ou si la tragédie aurait pu être évitée. Dans l'un de ses derniers posts Instagram, Rebecca partagea un message sur l'importance d'apprécier la vie. Elle écrivit à propos de ses futurs voyages et projets et de l'importance de réfléchir à ses accomplissements. Une belle journée s'achève. Beaucoup de voyages et de nouveaux projets à venir. J'ai réalisé que je devais m'asseoir et réfléchir à tout ce que j'ai déjà accompli et à ce que je m'apprête à vivre. La vie est belle. Mais si Rebecca avait connu les risques de son ustensile de cuisine, sa vie aurait-elle pu être sauvée si les rappels avaient été mieux diffusés? Et combien d'autres produits présentent des dangers cachés? L'histoire de Rebecca sert de rappel à toujours être prudent avec les produits que nous utilisons. La décision de sa famille de partager son histoire a permis de sensibiliser aux dangers des appareils de cuisine défectueux, incitant les gens à vérifier leur foyer pour des risques potentiels. Bien que rien ne puisse la ramener, sa mort tragique a mis en lumière un problème ignoré depuis trop longtemps. Le 28 octobre 2023, les Sheffield Steelers affrontèrent les Nottingham Panthers à l'Utilita Arena de Sheffield. Le stade était en effervescence alors que 8000 fans assistaient à ce match intense, inconscients que la soirée se terminerait en tragédie. Adam Johnson, un joueur de hockey sur glace américain de 29 ans, était dans sa première saison avec les Nottingham Panthers. Attaquant talentueux, il avait précédemment joué pour les Pittsburgh Penguins dans la Ligue nationale de hockey, NHL, avant de poursuivre sa carrière dans les ligues européennes. Mais ce qui devait être un autre match passionnant se transforma en un événement déchirant.
Pendant la deuxième période, Johnson entra en collision avec Matt Petgrave, défenseur des Sheffield Steelers, alors que les deux joueurs se disputaient la rondelle. Dans le chaos, la lame du patin de Petgrave se souleva de la glace et en tombant, elle frappa le cou de Johnson. Johnson essaya immédiatement de se diriger vers le banc, mais sa blessure était grave. Du sang s'accumula rapidement sur la glace et ses coéquipiers se précipitèrent pour le protéger des regards. Les secouristes arrivèrent en quelques instants, s'efforçant désespérément d'arrêter l'hémorragie. Les fans, d'abord perplexes, prirent rapidement conscience de la gravité de la situation. Le match fut interrompu et les joueurs furent escortés hors de la glace. Johnson fut transporté d'urgence à l'hôpital Northern General de Sheffield, mais malgré les efforts médicaux, il ne survécut pas. Sa mort soudaine dévasta la communauté du hockey, laissant ses coéquipiers, ses fans et ses proches dans le deuil. Son décès souleva immédiatement des inquiétudes concernant la sécurité des joueurs, notamment l'absence de protection cervicale obligatoire dans les ligues professionnelles. Bien que les protège-coups aient été recommandés, ils n'étaient pas obligatoires dans l'Elite Ice Hockey League, EIHL, où Johnson jouait. En réponse à la tragédie, l'EIHL suspendit tous les matchs prévus pour le lendemain. À travers le monde du hockey, les hommages affluèrent. Les fans se rassemblèrent devant l'aréna pour déposer des fleurs, des maillots et des messages touchants. Son équipe, les Nottingham Panthers, retira son maillot numéro 47 en décembre 2023 pour honorer sa mémoire. L'incident déclencha également une enquête officielle. La police du South Yorkshire arrêta un homme pour homicide involontaire bien qu'il ait ensuite été libéré sous caution. Les autorités, y compris le Crown Prosecution Service, continuèrent d'examiner les circonstances de la mort de Johnson, mais les détails restèrent limités. Une coroner en chef, Tanika Rowden, publia un rapport exhortant les organisations de hockey à rendre les protège-coups obligatoires pour prévenir de tels incidents. En réponse, l'English Ice Hockey Association, EISHA, mit en place une règle exigeant le port de protection cervicale dans les ligues de niveau inférieur à partir de 2024. Cependant, l'EIHL n'imposa pas immédiatement la même règle, se contentant de fortement encourager les joueurs à porter des protections sans les rendre obligatoires. Pendant ce temps, les ligues hors du Royaume-Uni prirent également des mesures. Plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, NHL, et de la Ligue américaine de hockey, AHL, dont Hanze Kopitar et Tyler Bertuzzi, commencèrent à porter des protège-coups volontairement. USA Hockey introduisit une politique exigeant que les joueurs de moins de 18 ans et les officiels portent des protections cervicales à partir de 2024. L'AHL suivit bientôt avec une directive similaire. Les conséquences de la mort de Johnson allèrent au-delà des changements de règles. Sa famille et ses coéquipiers furent plongés dans le chagrin tout en naviguant dans les complexités d'une enquête judiciaire en cours. Début 2024, l'homme arrêté pour l'incident fut remis en liberté sous caution jusqu'en avril sans qu'aucune accusation formelle ne soit portée. La tragédie affecta également profondément Matt Petgrave, le joueur impliqué dans la collision. Malgré les critiques, il maintint qu'il s'agissait d'un accident. Plus tard, il lança une campagne de financement participatif pour couvrir les frais juridiques en attendant les résultats de l'enquête. Alors que le monde du hockey était en deuil, des questions subsistaient. De meilleures mesures de sécurité auraient-elles pu empêcher cela ? Le port obligatoire de protection cervicale aurait-il fait la différence ? La mort de Johnson raviva les discussions sur la sécurité des joueurs dans le hockey sur glace professionnel, un problème longtemps débattu mais jamais pleinement résolu. Pour l'instant, son héritage perdure, non seulement dans le cœur de ses proches, mais aussi dans les changements que sa mort a inspirés. La poussée pour des protocoles de sécurité plus stricts pourrait aider à protéger les futurs joueurs de tragédies similaires, assurant que l'impact de Johnson sur le sport ne soit jamais oublié. C'était le 2 avril 2021 à Dublin, en Irlande. Luke Ramon Harper, un garçon de 8 ans atteint d'autisme et de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, jouait à l'étage dans sa maison de Clonlara Road. Une semaine plus tôt, sa famille avait célébré son anniversaire avec des ballons, des décorations et des rires. Parmi les décorations se trouvait un grand ballon rempli d'hélium en forme de 8. Mais ce qui avait été un symbole de joie allait bientôt conduire à un tournant inattendu et dévastateur. Plus tôt dans la journée, Luke regardait tranquillement des vidéos sur YouTube. Lorsque ses parents, Hilary McSweeney et Martin Harper, l'appelèrent, ainsi que sa sœur, pour le dîner, il ne répondit pas. Au début, ils pensèrent qu'il était simplement distrait. Mais avec le temps, comme il ne descendait toujours pas, Hilary monta vérifier. Rien ne l'aurait préparé à ce qu'elle vit. Luke était allongé face contre le sol, inconscient, avec le ballon dégonflé en forme de 8 recouvrant sa tête. La panique s'empara d'elle alors qu'elle se précipitait pour le retirer, mais son petit corps était inerte.
Désespérée, elle le porta à l'extérieur, espérant que l'air frais l'aiderait, tandis que Martin la rejoignait pour effectuer des compressions thoraciques. Ils firent tout ce qu'ils purent en attendant l'arrivée des secours. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils s'occupèrent de Luke pendant un long moment avant de le transporter à l'hôpital pour enfants Temple Street. Hilary sentait que la situation était grave, les médecins tentèrent tout, mais les dégâts étaient déjà irréversibles. L'hélium, couramment utilisé lors des fêtes, avait privé le cerveau de Luke d'oxygène. Après avoir prélevé une mèche de ses cheveux et ses empreintes de main en souvenir le lendemain, ses parents lui firent leurs adieux. À 15h52, Luke décéda, laissant un vide insupportable dans leur vie. Hilary partagea son chagrin lors de l'enquête au tribunal du coroner de Dublin. Elle expliqua que Luke avait toujours adoré les ballons à l'hélium lors de ses fêtes d'anniversaire et qu'il ne les avait jamais considérés comme dangereux. Il n'avait jamais essayé d'en mettre un sur sa tête auparavant, ce qui rendait l'accident d'autant plus choquant. Martin ajouta qu'il pensait que Luke essayait simplement de regonfler le ballon. Alors que les enfants plus âgés inhalent parfois de l'hélium pour s'amuser à changer de voix, les jeunes enfants comme Luke ne considèrent généralement pas cela comme risqué. Cependant, même une petite quantité d'hélium peut être dangereuse. L'autopsie confirma qu'il avait perdu connaissance rapidement en raison d'un manque d'oxygène, ce qui avait entraîné un arrêt cardiaque. La coroner, Dr Crona Gallagher, déclara que le décès de Luke était dû à l'inhalation d'hélium et non au ballon lui-même. Il semblait qu'il n'avait pas réalisé ce qui se passait et avait perdu connaissance avant de pouvoir demander de l'aide. Elle décrivit cela comme une blessure insurmontable et conclut à une mort accidentelle. Les parents de Luke insistèrent sur le fait qu'ils n'auraient jamais pu prédire cette tragédie. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur et ils n'avaient jamais considéré les ballons à l'hélium comme un danger potentiel. Hilary qualifia cela d'accident bizarre et espéra que le partage de leur histoire aiderait d'autres familles à éviter la même douleur. Bien que le Dr Gallagher n'ait pas suggéré d'interdire les ballons à l'hélium, elle encouragea les familles à être plus prudentes, surtout avec les jeunes enfants. Même une petite quantité de ce gaz peut causer de graves dommages. Les parents de Luke exhortèrent les autres à faire attention et à jeter les ballons dégonflés correctement. Ils ne voulaient pas que quiconque vive ce qu'ils avaient enduré. Dans les semaines qui suivirent la mort de Luke, Hilary et Martin sensibilisèrent au risque de l'hélium. Ils espéraient que le récit de leur histoire pourrait empêcher qu'une autre vie d'enfant ne soit écourtée. Quand vous avez fini de les utiliser, assurez-vous de les jeter correctement, déclara Martin. Les ballons à l'hélium sont un spectacle courant lors des fêtes, apportant joie et excitation. Mais pour la famille de Luke, un simple ballon changea tout en un instant.